Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. L'immigration est très importante pour notre région. On retrouve de nombreuses personnes immigrantes dans notre coin de pays, dont plus de 2000 pour la seule ville de Thetford. Certaines viennent ici pour étudier, d'autres pour travailler, et hommes et femmes participent activement à la vie de la communauté. Quelle est la réalité pour ces personnes, et en particulier les femmes immigrantes? Pour en discuter, nous recevons en studio la cofondatrice de Liaison Famille Immigrante de Chaudière-Appalaches, Mme Grace Oulaye. Bonjour Grace. Bonjour. Est-ce que je prononce bien ton nom de famille? On disait grâce, Grâce. mais depuis que je suis ici, j'ai compris que au Québec, ça signifie pas la même affaire de dire grâce. Du coup, on dit maintenant Grace. Grace davantage, OK. Et ton nom de famille? Oulaye. Oulaye, OK. Oui. Ça, je l'avais bien quand même. OK. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, pouvez-vous un peu nous parler de vous, de vos origines, de votre histoire? OK, d'accord. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. Je suis arrivée il n'y a pas long, en automne 2023. OK. Et là, je fais des études de communication et puis de ressources humaines aussi. Je n'avais pas vraiment travaillé dans ce domaine-là, mais c'est toujours ma passion de travailler, de me retrouver dans tout ce qui est communication. Je suis la 5e enfant d'une famille de 7, donc quelque part dans le milieu. Et il y a 4 gars et 3 filles. Du coup, ici au Canada, nous sommes 3 et puis les autres sont toujours dans mon pays. Je suis arrivée toute seule. Mon mari et mon garçon ne sont pas encore venus. J'espère qu'ils vont me rejoindre bientôt. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà un peu. OK. Qu'est-ce qui vous a amené dans la région des Appalaches, au fond? Dans la région des Appalaches, on va dire que c'est une très belle rencontre qui m'a amenée ici. Déjà, quand je suis arrivée, je suis descendue à Montréal. Ma sœur est là depuis plusieurs années. Et à l'occasion d'une job qui était disponible, on m'a dit de venir à Thetford Mines. Elle n'avait jamais entendu parler de cette ville, moi non plus. Et 2 semaines après avoir débarqué au Canada, je me retrouve à Thetford. L'entretien pour la job devait se faire le lendemain de mon arrivée à Thetford et on cherchait juste une place où je pouvais rester pour la nuit. Et on a vraiment cherché longtemps, il n'y avait pas de place, pas de chambre à louer, pas rien, la personne qui m'avait accompagnée et tout. Et là, on était au IGA et puis on a croisé juste un jeune homme, là, un étudiant africain. On lui a demandé, tu connais une place où elle peut rester juste pour la nuit à l'entretien demain? Il nous a donné un numéro de téléphone, il dit, cette madame-là peut vous aider. Et c'était Élie Madiabon. OK! Donc, qui est l'autre cofondatrice au fond de l'organisme. J'étais censée passer juste la nuit chez elle. J'ai passé 4 jours avec elle. La job, finalement, je ne l'ai pas eue. Mais de ce contact-là est partie toute une belle histoire. C'est elle qui m'a fait... elle a parlé d'une opération de séduction. Elle m'a fait découvrir plein de places et tout. C'est comme ça que je suis restée. Donc, l'arrivée dans la région, c'est très bien passé tout de même. Très bien passé, finalement. Est-ce que vous avez rencontré, par la suite, est-ce que vous avez rencontré des défis, des choses comme ça? Ah oui, déjà, la job que je n'ai pas eue, c'était le premier défi parce que c'est comme... Les personnes en région, ils étaient comme pas préparés à ce qu'on s'en vienne directement pour travailler. Donc, il y a ce genre de défi-là. Nous autres, quand on quitte chez nous, quand on vient, on se prépare, on apprend la langue, on se dit, il y a tel job qui sont disponibles, on s'apprête véritablement. Mais apparemment, les entreprises, certaines sont formées, je ne dis pas que tout le monde, mais il y en a d'autres qui ne sont pas informés, qui ne sont pas préparés à recevoir nous autres qui venons pour travailler. Donc, ça a été ça vraiment la première difficulté que j'ai rencontrée. OK. Est-ce qu'il y a eu des événements qui vous ont incité à vous impliquer dans la communauté? Parce que vous êtes vraiment impliqué. Ah oui. L'implication, c'est mon ami qui m'a tout de suite donné ce conseil. Quand on a passé cette première journée, l'ensemble, c'est 4 jours. J'étais repartie sur Montréal et puis elle m'appelait, elle dit, viens, on a une activité avec les immigrants. Là, c'était Péricla, un autre organisme qui travaillait avec les immigrants, qui avait une conférence. Ce jour-là, j'ai animé la conférence. J'étais venue pour 2 jours. J'ai fait 3 semaines. J'ai animé la conférence et vraiment, ça m'a plu parce que c'était vraiment une rencontre de tous les immigrants qui viennent des pays arabes, des pays africains. Il y avait vraiment tout le monde. Et puis, on avait invité une entreprise qui travaillait beaucoup avec les immigrants. Il était venu partager son expérience. Il allait jusqu'en Afrique, jusqu'au Cameroun pour recruter des gens. C'était un très bel échange. Puis, je me suis rendu compte que ce domaine-là, ça me plaisait vraiment, ça m'intéressait. OK. Quelle est, selon vous, la différence entre les hommes et les femmes au niveau de l'intégration? Est-ce que ça se passe de la même façon?
J'aimerais pas qu'on me poigne un peu, mais j'ai l'impression que pour les hommes, c'est un peu plus facile dans le domaine du travail. Parce que eux, dès qu'ils arrivent, en général, ils viennent déjà avec le permis de travail, directement, ils sont en entreprise. Okay. Donc, avec un collègue, sur la pause du dîner, le trajet pour rentrer, ils ont le temps de s'intégrer. Mais en général, les femmes, elles restent à la maison avec les enfants. Du coup, l'intégration est plus longue, est plus lente, ça prend plus de temps. Quand elles n'ont pas l'occasion, l'opportunité de se sociabiliser, c'est juste le monsieur qui part, qui revient. Parfois, même pour faire les courses, il y en a qui disent, bon, tu restes avec les enfants. Même les courses, le monsieur s'en va et revient. Okay. Du coup, l'intégration est en griffe plus simple pour les hommes par rapport à leur travail que pour les madames qui doivent, dans les premières années, rester avec les enfants. Il y a plus d'activités de socialisation, au fond, qui se passent du côté des hommes, finalement. Exactement. Quelles sont les difficultés principales auxquelles font face les femmes immigrantes? C'est ça. La première difficulté, c'est l'isolement social. Okay. Moi, par exemple, dans nos sociétés africaines, on est vraiment beaucoup communauté. On a nos sœurs à côté, nos cousines, nos nièces, nos tantes. On ne peut pas passer une journée sans en avoir une au téléphone, même sans parler à une, même sans voir une. Mais quand on s'en vient ici, on est vraiment toute seule. Et ce qui est pire encore, en région, on est encore loin de tout ce qui est activités qui peuvent te permettre de sortir. Imagine en hiver, la madame vient d'arriver, c'est l'hiver, elle a des enfants à bas âge. Elle ne peut même pas sortir de chez elle. La télé, ça finit par tanner. Donc, il y a l'isolement social. Parfois, ça peut créer, comme on l'appelle, la santé mentale. Donc, c'est vraiment ça le plus gros des défis, la plus grosse des difficultés. Donc, de pouvoir avoir des activités, ne serait-ce que pour s'épanouir, pour sortir, se divertir, ça, c'est vraiment le premier défi qu'il faut relever pour les familles immigrantes. Okay. Selon votre expérience, est-ce que les gens de la région font preuve d'ouverture par rapport à l'immigration? Je dirais oui. Oui? Il y en a. Okay. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées quand même, oui. Il faut que je donne le bon nom, je suis encore un peu mêlée. Il y a la MRC comme ça, avec Véronique Saint-Gillet, qui a des activités qui est fait. Et puis, il y a des organismes comme nous autres. C'est vrai qu'on est plus jeunes, mais avec toutes les implications, avec tout ce qu'on a pu organiser, avec le retour aussi des personnes, parce qu'il n'y a pas que entre nous qu'on se fait, il y a des Québécois aussi qui participent avec nous. Parce qu'au départ, même pour créer Elfika, on avait une québécoise qui était cofondatrice avec nous, mais elle a préféré se mettre un peu en retrait. Oui. Donc, il y en a beaucoup qui ont compris que c'était vraiment un défi de changer de place, de changer de pays, de changer toute sa vie. Ils ont compris que c'était un défi qui nous accompagne. Je pense que les esprits sont quand même assez ouverts. C'est un défi, puis c'est important pour la communauté aussi de bien accueillir, de bien vous accueillir finalement. Votre organisme, finalement, a été créé tout récemment, en 2024. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer Liaison Femmes immigrantes de Chaudière-Appalaches? Liaison Femmes immigrantes de Chaudière-Appalaches. Vraiment, c'est notre bébé à Elima et à moi. On s'est vraiment basé sur notre propre expérience. Elle qui est arrivée vraiment beaucoup, il y a plusieurs années avant moi, c'est le même cas de l'isolement parce que elle était venue après les études, il fallait trouver un job, il fallait se débrouiller. Elle a débarqué carrément en Abitibi en hiver. C'était pas évident. OK, oui, j'avoue. C'était pas évident. Moi... Je pense que c'est un choc pour les immigrants qui débarquent ici en hiver. C'est sûr qu'on peut avoir découvert l'hiver en Europe et tout, mais quand on s'en vient ici, c'est une autre affaire. Moi aussi, quand je suis arrivée, ma soeur était à Montréal, moi je suis arrivée à Tedford. Donc, il y avait comme ce besoin-là de se sociabiliser. Puis on s'est dit... Si à deux, on se rend compte de cette réalité là-bas, nous au moins, on est là l'une pour l'autre. Mais imagine une qui n'a pas personne. Non, on ne va pas juste rester là, nous deux. Il faut qu'on aille vers les autres. C'est de ça que c'est parti. De pouvoir soutenir celles qui en ont besoin. OK. Pouvez-vous me parler, soutenir, c'est un des objectifs, je crois, de l'organisme. Y en a-t-il d'autres? Oui, déjà, aider à briser l'isolement social. Et tout ce qu'on fait, c'est aussi de pouvoir permettre aux femmes de promouvoir leurs activités, de leur permettre de s'épanouir. Et on fait toutes ces choses-là au travers d'activités socio-culturelles. C'est ça l'une de nos visions, de vraiment permettre aux femmes de pouvoir se révéler. Parce qu'en fait, les femmes, elles ont des potentialités, elles ont des qualités. Il y en a même qui sont des entrepreneurs, mais qui sont méconnues, qui sont encore enfermées chez elles. Nous, on leur donne cette plateforme-là, ce tremplin-là, on leur permet
On leur permet de parler de ce qu'elles savent faire, on les fait découvrir. C'est en ce sens-là qu'on a lancé le podcast Jasmine d'où tu viens, où on permettait à ces femmes-là immigrantes qui sont installées ici depuis plus ou moins longtemps de parler de tout ce qu'elles ont déjà pu réaliser. OK. Est-ce que vous avez obtenu de l'aide pour la création de votre organisme? Jusque-là, tout ce qu'on a fait comme activité, comme démarche administrative, c'est vraiment de nous-mêmes. Okay. C'est vraiment de nous-mêmes. On est encore en train de toquer aux portes, les ministères du gouvernement, et aussi de pouvoir nous-mêmes créer des activités pour pouvoir nous financer. On est en train de mettre sur place des ateliers qu'on pourra mettre à la disposition, soit des entreprises ou bien d'autres organismes qui travaillent dans le domaine de l'immigration. Tout ça, on est vraiment sur des projets pour pouvoir avoir des fonds, mais non, depuis le début, on n'a pas eu de soutien financier. OK, donc vous avez peut-être l'aide de bénévoles pour vous aider? Oh oui, juste des bénévoles, des femmes qui croient en ce combat-là, en cette lutte-là, et puis qui s'identifient à nous, qui se sont reconnues dans la vision qu'on est en train de partager, et puis qui sont avec nous. OK, et qui désirent s'impliquer à ce niveau-là. Exactement. D'où vous est venue l'idée pour le nom de votre organisme? Oh là là, je pense que c'est carrément sorti de la tête. On était en train de chercher une affaire vraiment pour les femmes. On voulait quelque chose qui à la fois parle dans toute sa définition littéraire, mais qui soit aussi simple à prononcer en abrégé. Liaison femme. On voulait faire le lien. Au départ, notre objectif était vraiment de faire le lien entre les femmes immigrantes et la communauté d'accueil. C'est pourquoi on a dit liaison femmes immigrantes. Maintenant, on a dit pourquoi se limiter seulement à Thetford ou bien à juste la MSC des Appalaches. Bon, voyons grand, Chaudière-Appalaches. OK, c'est un peu cette raison-là pour laquelle Chaudière-Appalaches, c'est quand même un grand territoire. Exactement. Aussi. Exactement. On ne voulait vraiment pas limiter les choses seulement ici à Thetford. Il fallait qu'on prenne encore d'autres femmes qui sont plus loin, qui sont là, qui ont vraiment aussi besoin de se faire connaître, de faire découvrir leur activité, de sortir aussi, d'être dans des milieux socioculturels qui leur permettent de s'épanouir. Parce que les besoins existaient au-delà de la ville de Thetford aussi. Les besoins existaient bien. Comment ça se passe quand une femme immigrante vous contacte? Quand elle nous contacte, en général, c'est au travers des réseaux sociaux qu'elles viennent vers nous, parce qu'on est beaucoup actifs à ce niveau-là. On l'intègre directement sur notre page d'échange. Là, toutes les femmes sont là. On est à plus de 70 femmes maintenant qui sont sur ce groupe-là. J'ai perdu le compte. Plus de 70, ouais. Et là, on échange. On leur permet de se présenter, de parler de leur activité. Même celles qui sont juste maman avec les enfants, elles vont dire oui, moi je suis à la maison juste avec mes enfants. Et on jase chaque jour. Ne serait-ce que ce petit moment-là, ça leur permet déjà de sortir. Ben oui, toi, t'es à quelle place? Mais si vous êtes à telle place, celles qui sont dans la même place, on les met en contact. Mais tu sais, celle de Saint-Georges, vous êtes déjà 5. Non, mais celle de Sainte-Marie, vous êtes 7. C'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est vraiment le tout premier contact. Ça fait une forme de réseautage d'une certaine façon. Exactement. On les met en lien, on les met en contact. Le simple fait de savoir que à la place où tu restes, tu n'es pas seul, ça te remonte déjà le moral. Et à la suite de ça, on fait des activités, on essaie de faire ça de manière tournante pour les sortir. Okay. Quels sont les autres services que vous offrez aux femmes immigrantes? Pour l'instant, oui. Le meilleur service qu'on a, c'est dans un premier temps le réseautage. Ouais. On a beaucoup de femmes entrepreneurs aussi parmi nous. On leur a fait comme des plateformes pour leur permettre d'être beaucoup plus visibles. À Québec, il y a eu une rencontre, le salon écologique, où on a permis à 2 femmes entrepreneurs qui font partie de Elfica. Il y en a une qui a créé un produit qui est des bougies de massage. Elle a aussi des senteurs, mais des bougies de massage. Je vous laisse découvrir. Et puis, il y a une autre qui est auteure. Elle a vraiment écrit sur son expérience d'immigration. Elle a parlé des 100 jours, tous ses hauts, ses bas, les émotions. Elle a écrit. Donc, ces femmes-là, on est allé à Québec, elles ont présenté leurs œuvres. Donc, c'est ce genre de plateforme-là. On fait vraiment du réseautage. Okay. Mais quand elles, les unes présentent, mais les autres, on les accompagne pour leur permettre de se sociabiliser. On avait une jeune demoiselle qui est préposée à la Guadeloupe. Okay. Elle est là-bas, elle n'est pas sortie de chez elle depuis 18 mois. Boulot, maison, parce qu'elle est toute seule, parce que la Guadeloupe, c'est un petit endroit. Oui. Cette jeune fille-là, elle nous a été recommandée par son médecin. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande comment est-ce que le médecin a réussi à avoir notre numéro, on ne sait pas. Mais on est allé jusque là-bas, la porter juste pour la sortie après 18 mois. Vous voyez comment le besoin est grand. Pour ne citer que celle-là.
Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. Les entrepreneurs, la visibilité, mais il y a d'autres qui ont besoin de simplement quelque chose de simple, juste de sortir, de se sociabiliser pour éviter de faire la santé mentale. Oui, c'est évident parce qu'il y a un paquet de petits milieux ruraux ici, aux alentours, finalement, où que déjà les personnes qui sont là risquent d'avoir d'isolement, j'imagine, pour quelqu'un qui vient de s'intégrer à la communauté. Qui est loin de sa ça famille. doit être encore pire, effectivement. Ouais. De quel endroit proviennent les femmes immigrantes que vous rencontrez? De partout dans le monde. Okay. De partout. En vrai, c'est immigrantes générales. Ce n'est pas seulement que les Africains. On a des Colombiennes, des Italiennes, l'Afrique noire, l'Afrique blanche. On en a vraiment de partout. Elles viennent de partout. Toute la Chaudière-Appalaches. Des Arabes, des Asiatiques, un peu tout le monde oui, confondu, tout le monde finalement. confondu. Quels sont, selon vous, les obstacles que les femmes immigrantes peuvent rencontrer en région? En région. Ici, là, plus principalement. Ici, plus principalement. Déjà, la première barrière, c'est le fait de pouvoir s'adapter à une nouvelle culture. Comme j'ai dit, c'est vrai qu'on se prépare pour venir. Mais quand le monsieur, lui, il est déjà intégré directement au travers de sa job, la madame qui est seule, c'est difficile. Il y en a qui disent qu'elles font à la supérette, elles font les achats. Bonjour, on ne répond pas. Okay. Chez nous, c'est bizarre. Mais ici, bon, ça peut passer. Donc, il y a ce choc-là déjà. Donc, c'est vraiment ce genre de petits trucs qui font comme un peu barrière. Mais on leur apprend à connaître la société d'accueil. C'est pour ça aussi qu'on est là. Il faut apprendre à connaître. Il faut se donner le temps d'apprendre à connaître pour pouvoir s'impliquer, pour pouvoir s'intégrer. Et puis après, on leur demande d'aller au-delà de ça. Parce qu'il y en a qui sont profondément frustrés quand même. OK. Moi, j'imagine qu'au fond, regarde, mais ça, je vous avouerai que même en tant que Québécois, je vais à l'épicerie comme tout le monde. Et des fois, saluer quelqu'un, c'est sûr qu'on n'a pas toujours de retour à ce niveau-là. C'est ça. Quels sont les besoins les plus pressants des femmes immigrantes? Les femmes immigrantes ont besoin d'être écoutées, ont besoin d'être accompagnées, ont besoin d'être compris. Je pense que c'est l'une des réponses qu'on leur a apportées en créant Elfica parce qu'elles ont vu en nous des semblables qui comprennent, qui vivent les mêmes affaires qu'elles. Donc, elles nous voient comme étant à même de pouvoir porter leur voix plus haut, plus loin. On se positionne aussi comme étant la voix de toutes ces femmes-là. C'est pourquoi on essaie de côtoyer vraiment de plus en plus les sphères les plus élevées. On essaie de côtoyer les députés, de les rencontrer parce qu'on se dit pourquoi pas un jour être là pour être le porte-parole de ces femmes-là, pour leur dire messieurs, mesdames de l'Assemblée, voici les réalités que nous avons, ou bien messieurs, mesdames, les patrons, les chefs d'entreprise et tout, voici ce que nous vivons, tenez-en compte. Ça aussi. C'est développer une prise de conscience, au fond, chez les dirigeants. Exactement. On se veut ce porte-parole-là. Y a-t-il des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour faciliter l'intégration? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a des moyens. Je pense qu'il y en a qui le font. On a participé à plusieurs rencontres. Je pense l'année dernière, on était à la rencontre de la régionalisation de l'immigration. On avait rencontré des entreprises qui travaillent avec des immigrants, des organismes, même des représentants du MIFI. Il y en a qui font vraiment l'effort de se préparer à ce que les nouveaux arrivants soient bien intégrés. On avait participé aussi à Lobinière, il y a une couple de temps là, à une conférence aussi où il y a une petite ville à Saint-Éphrem où vraiment la municipalité s'intègre. Ils font des cérémonies pour accueillir tous les nouveaux arrivants. Par exemple, tous ceux qui sont arrivés pendant une couple de jours, bien une couple de mois, on fait des cérémonies. Il y en a vraiment qui font des efforts. Et ce genre d'affaires-là, c'est à encourager. C'est à encourager parce que ça donne le sentiment là d'être intégré. Je suis arrivée, au moins on reconnaît que je suis là, on reconnaît que je suis venue travailler. Mais ce genre, tu arrives, on ne sait pas que tu es là, on ne sait pas que tu participes à l'activité économique, on ne sait pas, ça bouge un peu quelque part. Okay. Donc c'est vraiment ce genre d'initiative-là qui est à encourager. Qui peut susciter un sentiment d'appartenance aussi. Exactement. Plus on a ce sentiment d'appartenance, plus on est sûr que la personne va rester aussi longtemps. Okay. Est-ce que c'est plus facile l'intégration en ville plutôt qu'en région?
Oh là je sais pas, je saurais pas répondre parce que je suis pas restée longtemps en grande ville. Oui, c'est ça, c'est embêtant. 2 semaines après Montréal, moi, je suis arrivée à Tête-Fort, Ouais. je suis repartie, je suis revenue, finalement, je suis restée. Du coup, je dirais pas que c'est plus facile, mais je dirais que c'est différent. OK. Parce que pour ceux qui sont restés vraiment en ville, ils sont comme restés dans leur communauté. Ouais. Par exemple, les Asiatiques, ils s'en viennent, ils restent entre eux. Parce que les villes sont tellement grandes, pour socialiser avec d'autres affaires, tu commences déjà par ceux que tu connais, par ceux à qui tu es habitué. Mais finalement, si tu n'oses pas aller vers d'autres communautés, tu restes dans ta communauté. C'est ça qui est difficile quand l'espace est trop grand. Mais quand on est en région, bah, tu vois quelqu'un qui te ressemble, tu lui dis tout de suite bonjour. Par exemple, comment j'ai reçu le numéro de téléphone, j'ai vu un Africain, on lui a dit bonjour. Il vient pas de mon pays, mais on lui a dit bonjour parce qu'on s'est reconnu en lui. Est-ce que tu peux nous aider? Il nous a répondu. Et ainsi de suite. C'est un peu ça, en fait. Je ne sais pas si mon analyse est... Je pense que c'est assez efficace quand même. Permet d'illustrer un peu, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des hommes qui participent également à vos activités? Ah oui, oui. Même si on parle des femmes immigrantes, au fond, vous intégrez les hommes aussi d'une certaine façon. On les intègre parce que ce sont nos alliés. Bah, si le monsieur ne veut pas que sa femme participe à nos activités, il n'y aura pas de femmes immigrantes de Chaudière-Appalaches. Donc, les hommes sont avec nous, ils nous accompagnent. Il y en a quand on a des activités qui viennent avec les conjoints, avec les enfants et tout. Ils sont vraiment avec nous. Il y en a qui viennent même tous seuls juste pour voir, mais waouh, les femmes, ce que vous faites, c'est bien. Ben oui, ils sont avec nous. Okay, c'est bien à ce niveau-là. Quelles sont, selon vous, les contributions des familles immigrantes dans notre communauté? Oh là là. Elles sont quand même nombreuses, d'après moi. Non seulement au niveau économique, oui. de par votre présence, de par que... Oui, surtout au niveau économique, ça c'est ce qui est marquant. Mais il y a aussi des domaines qui sont un peu plus cachés parce qu'il y a beaucoup de femmes immigrantes qui travaillent dans le domaine de la santé, les préposés et autres. Mais je peux vous dire, au niveau économique, c'est ce qui est plus flagrant. Je vais prendre 2 exemples. Il y a l'épicerie, il y en a même 2 épiceries. Il y a l'épicerie Filipino et puis il y a l'épicerie Au Grenier. C'est des immigrants, c'est des initiatives des immigrants. Et quand on va à Bola-Gabi, il y a une entreprise d'aqua-vélo. C'est des immigrants qui ont fait ça. Ouais. Même moi, je l'ignorais, ça. Vous aurez l'occasion de découvrir ça cet été parce qu'il va faire beau. Nous, on est allés, on a fait un podcast vidéo avec. Donc, les femmes immigrantes sont vraiment dans tous les tissus socio-économiques, dans tous les tissus, en tout cas, à tous les niveaux dans les régions. Vous recevez parfois, je pense, des demandes en lien avec l'emploi, stage, démarche d'immigration. Ce qui sort un peu de la mission de votre organisme, finalement. Comment vous agissez à ce moment-là? Oui, par rapport à ça, on a été obligé de faire un post récemment pour leur dire... Pour dire à tous ceux qui nous suivent que vraiment, on est désolé, on est un organisme qui accompagne les femmes, mais on n'est pas en mesure de traiter des procédures d'immigration. Ça ne fait pas partie de nos mandats. On n'est pas encore en mesure de donner des emplois aux gens non plus. Ce qu'on fait, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est ce qu'on fait le plus. Donc, voilà un peu. Y a-t-il des processus de référence qui se font à ce moment-là, que vous pouvez diriger vers d'autres organismes? Ou... Oui, exactement. OK. Exactement. Il y a présentement des restrictions qui ont été imposées concernant les travailleurs étrangers temporaires. Est-ce que les effets se font sentir dans la communauté immigrante? Oh oui, oui. Les efforts se font vraiment sentir dans la communauté, mais surtout au niveau des étudiants. Parce que ça les a beaucoup touchés. Il y en a vraiment qui, par manque d'informations, par manque de connaissances, avaient comme changé de filière, et puis ils se retrouvent vraiment tout mêlés dans plein d'affaires. Ça a créé comme vraiment le trouble. On a des cas vraiment de santé mentale, de dépression. On essaie vraiment de les accompagner, de les référer aux organismes qui peuvent les aider, mais vraiment, ça a créé beaucoup de troubles dans la communauté. Oui. OK. De quelle façon parvenez-vous à rejoindre les femmes immigrantes? Je sais beaucoup par les réseaux sociaux, comme on le disait. Oui. Vous êtes, je pense, sur Facebook, sur Instagram aussi. Exactement. Beaucoup par les réseaux sociaux. Comme je dis, c'est vraiment partie de nous autres. Elima, qui est là depuis plus longtemps, avait déjà un très beau réseau. Donc, quand on allait sur les réseaux, déjà par sa notoriété, et moi aussi, à mon niveau, avec le podcast vidéo, plus on faisait parler, plus on a commencé à être connu. Donc, c'est vraiment plus par les réseaux qu'on arrive
pour que les femmes arrivent à vous à entrer en contact avec nous. Nous, vraiment, quand on va vers des personnes, c'est vraiment notre réseau qu'on essaie de développer parce que les femmes pourront en bénéficier. Comme je disais, vous avez une page Facebook, une page Instagram, je pense même une page YouTube. Ah oui? Au fond. Donc, c'est vraiment important pour vous à ce niveau-là. Oui. Comme c'est le moyen de vous faire connaître, Exactement. Finalement, c'est le moyen que vous exploitez le plus. Mm-hmm. Quels sont les défis que vous rencontrez en lien avec votre organisme? Bon, le premier défi, déjà, c'est le financement. Okay, ouais. On est vraiment bien enregistré, tout est en règle et tout, mais on n'a pas encore le financement. Tout le monde dit que notre organisme est jeune, mais on a réussi à faire beaucoup de belles choses. Mais combien ferions-nous encore plus avec du financement? C'est vraiment ça. Les idées n'en manquent pas. On est vraiment toujours en train de travailler. Même sans moyens officiels, avec ce qu'on a déjà reçu, on est arrivé à faire toutes ces activités, tout ce que vous avez vu là. On attend vraiment ça. Et puis au-delà du côté financier, on aura aussi besoin de personnes, d'idées. Il y a toujours des bénévoles qui viennent avec des idées. On essaie de travailler. Parce que parfois, les idées sont belles, mais quand ça ne cadre pas non plus avec notre vision, notre mission, on est obligé de dire, bah, c'est pas tellement femme immigrante et tout. Il y a tout ça, mais vraiment le plus déjà, c'est le financement. Okay. Vous avez déjà un conseil d'administration, oui, je crois bien aussi. On a un conseil d'administration. Okay. Qui œuvre aussi, j'imagine. Oui. Tous en train de travailler, comme je disais tantôt, pour pouvoir trouver, au-delà d'attendre ce qui va s'en venir, je ne sais pas, du gouvernement ou bien d'autres parts des entreprises de financement, nous aussi, on essaie de développer des activités pour avoir des sous, parce qu'il ne faut pas toujours attendre. Si aujourd'hui, il y a un gouvernement qui vous donne une subvention, que demain, après les élections, ça change, on risque de tout perdre. Donc, nous aussi, on essaie de développer soit des activités, des ateliers, des affaires qu'on pourra mettre à la disposition des entreprises, des autres organismes pour pouvoir se faire des sous. On est en train de travailler. Je pense que c'est une très bonne idée. Les organismes, en général, ont à peu près tous, je pense, des problèmes de financement déjà. C'est la plusieurs réalité. Mettre en œuvre des moyens d'autofinancement, finalement. Est-ce que vous avez des partenaires pour vous appuyer dans votre mission? Oh oui, des partenaires, on en a, des personnes qui croient en notre vision, en ce qu'on fait, et puis qui nous accompagnent, qui nous donnent des conseils. Je ne sais pas si, en tant que partenaire, on a, avec d'autres organismes. On a un organisme, notre partenaire, c'est le CAPIF. Lui, il est au niveau de la Bourse. Lui, franchement, avec son président, Hervé Kouassi, il nous soutient. Il a vraiment beaucoup de respect pour ce qu'on fait. Il nous encourage. On a aussi d'autres organismes qui nous aident aussi à nous développer, qui nous donnent des conseils, qui nous suivent, qui nous disent, bon, faites telle affaire, déposez votre projet par ici et tout. On a vraiment plusieurs partenaires qui nous encouragent dans ce qu'on fait. OK, qui vous donnent un coup de main, finalement, pour la réalisation. Oui, de nos activités, oui. OK. Vous avez lancé, non pas seulement l'organisme, finalement, en décembre dernier, un livre pour enfants qui s'appelle Bibi le brocoli. Comment a-t-il réalisé? Quel était l'objectif derrière ce livre? OK, d'accord. Bon, là, je suis juste un porte-parole parce que Bibi, c'est vraiment sorti de Elima. C'était vraiment l'acceptation de soi et puis l'acceptation des autres aussi. Parce que Bibi le brocoli, c'est cette histoire-là de quelqu'un qui se sentait différent, mais finalement, c'est sa différence qui a été sa force. Et c'est ce message-là que nous, on a voulu donner déjà aux plus jeunes, parce que ce qu'on apprend quand on est jeune, ça nous forge un caractère jusqu'à ce qu'on grandisse. Donc, c'est vraiment ce message-là qu'on voulait donner avec Bibi le brocoli. Finalement, ça donne une influence, finalement, sur toute l'existence. Mais le livre a quand même eu de l'impact parce qu'il a été présenté à l'Assemblée nationale. Il s'est retrouvé en Afrique aussi. Pour la semaine contre le racisme, c'est là que le livre a été présenté à l'Assemblée nationale. On sait que Bibi le brocoli, il a une longue route encore devant lui, c'est sûr. Oui, il a déjà fait du chemin, mais il y en a encore beaucoup à faire. C'est un voyage qui fait à peine commencer, finalement. Qui fait à peine commencer, oui. Votre organisme, même s'il est tout récent, a quand même reçu le prix Organisme Coup de cœur lors du mois de l'histoire des Noirs en Beauce, qui était organisé par le Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet honneur-là? Wow, on est resté sans voix déjà, mais c'était magnifique de recevoir ce prix-là.
on va dire, c'est l'un de nos premiers prix en tant qu'organisme. On a eu d'autres prix plus individuels pour Elima, mais c'est notre premier prix en tant qu'organisme qui reconnaît tout ce qu'on a déjà fait en tant que jeune organisme. C'est vraiment une fierté et puis en même temps un encouragement à pouvoir continuer sur cette voie-là. C'est comme ça qu'on l'a ressenti. OK. Pour les personnes qui seraient intéressées à vous contacter, au fond, on passe beaucoup par les réseaux sociaux, j'imagine, sur votre page Facebook, Liaison Famille Migrante Chaudière-Appalaches. Exactement. On pouvait directement nous envoyer un message sur Messenger ou bien liker nos pages, suivre nos publications. Vous pouvez nous envoyer un mail sur liaison.fika@gmail.com et puis on pourra vous répondre. Ça doit te faire drôle d'être interviewé aujourd'hui parce qu'ordinairement, toi aussi, tu travailles à la TVSRA, au fond, sur l'émission La Parole aux aînés. Je suis bénévole ici à la télé et puis aussi membre du conseil d'administration. C'est sûr que d'être de l'autre côté du siège, ça fait bizarre. Mais bon, c'est toujours bon d'avoir l'opportunité de parler de ce qu'on fait. Et puis, comme j'ai dit, moi, j'ai fait ma formation en communication. Donc, vraiment, ça me plaît de pouvoir parler. Yes. Hey, je te remercie beaucoup. OK. Puis je pense que je peux vous remercier finalement d'en venir enrichir la communauté par votre présence et votre implication. Merci beaucoup, Grace. Merci beaucoup, Guy, de l'invitation. Ça a été un plaisir. C'est pour moi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.